Le prochain orateur a débuté sa carrière en 1999 comme macroéconomiste auprès de la Banque de Grove. De 2004 à 2006, il assume la fonction de directeur du Centre d'études politiques du CDH. Après un passage à la FEB en tant que chief économiste de 2006 à 2007, il devient début 2008 directeur de cabinet adjoint et puis directeur de cabinet du ministre de l'Emploi Josely Piet et ensuite de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi Joëlle Milquet. Fin 2011, il poursuit en tant que directeur du cabinet de la vice-première ministre qui hérite à ce moment-là du portefeuille de l'Intérieur dans le nouveau gouvernement Di Rupo. Et enfin, depuis le 1er mai 2014, il est nommé commissaire au plan. Au cœur du réacteur, pendant la longue crise des fameux 541 jours sans gouvernement, membre déterminant de l'ERMG, l'organe qui conseille le gouvernement dans le cadre de la crise économique et sanitaire que nous connaissons, Philippe Donnet est un économiste qui, selon les mots de Joëlle Milquet, qui le connaît bien, apporte la nuance, l'esprit de synthèse et le sens de l'intérêt général dans le débat. C'est cette nuance qui le guide dans le cadre des travaux qu'il mène au sein du Bureau fédéral du plan, réalisant des études et des prévisions sur des questions de politique économique, sociale, environnementale et leur intégration dans une perspective de développement durable. Au moment où notre pays a plus que jamais besoin d'esprit s'élevant au-dessus des intérêts partisans au sortir de la plus grande crise sanitaire que nous avons connue depuis la Seconde Guerre mondiale, et besoin d'ambition dans la définition de nos politiques publiques, c'est un réel plaisir d'accueillir Philippe Donnet parmi nous aujourd'hui pour nous éclairer sur les critères qui devront nous guider afin de déployer une relance vertueuse en Belgique. Philippe Donnet, c'est à vous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci pour la présentation. J'allais vraiment aller dans le sol. Effectivement, depuis maintenant une dizaine d'années, je pense qu'avec Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale, nous accumulons les gestions de crise, que l'on soit un acteur de premier plan directement à la manœuvre dans les cabinets ou dans le conseil des autorités publiques. Et je remercie l'interlocuteur précédent parce qu'il met le point sur la mission la plus importante du Bureau du Plan. Et ce n'est pas des anciens ou des actuels experts au Bureau du Plan qui vont me contredire, j'espère en tout cas. Nous, notre mission, c'est de l'évaluation, mais l'évaluation pour aider à la bonne prise de décision. Ça n'est jamais notre institution qui va prendre des décisions. Nous sommes... Ah pardon, excusez-moi, mais j'aime bien de regarder les gens à qui je parle. Donc même si depuis 1 an et demi, on essaie de prendre l'habitude de regarder la caméra, mais quand il y a des gens, c'est quand même plus sympa. Je disais donc d'essayer, en tout cas, de donner les défis. Et alors cette crise est probablement une des plus malheureuses que l'on ait connues et les plus importantes. Mais les défis auxquels on essaye de répondre dans ce plan de relance, ils préexistaient déjà avant le Covid. Toute crise, à un moment donné, elle a quelque chose de bon quand on peut être agile et qu'on essaye de répondre à un environnement, c'est qu'elle crée des opportunités. Et cette crise du Covid crée l'opportunité d'essayer d'inverser un certain nombre de tendances. Alors j'ai entendu le secrétaire d'État, et je le remercie en tout cas pour la présentation qu'il a faite, d'inverser une tendance lourde de notre pays, alors que l'on connaît partout dans les pays occidentaux, ce qui est la baisse de la croissance de la productivité. Mais elle est plus importante encore en Belgique que partout ailleurs. Or, alors je sais qu'une des oratrices a parlé de décroissance. La décroissance, elle pourrait peut-être générer... en tout cas, apporter une réponse à une partie du problème qui est celui de l'utilisation des ressources naturelles, mais en tout cas, elle poserait d'autres problèmes et elle impliquerait de mettre en œuvre d'autres solutions, par exemple la gestion de la population. Je sais que ce sont des mots très durs, mais il y a un pays qui s'y est essayé, qui est la Chine, et ça a été un échec total. Je vais revenir à la présentation parce que j'ai un peu dérapé. Alors, la présentation du Bureau du Plan, on est un organisme d'intérêt public. Mais je rajouterai un mot par rapport à ce que l'interlocuteur précédent a dit. Des évaluations, oui, mais qui doivent être indépendantes. Et indépendante, ce n'est pas nécessairement indépendante du pouvoir politique en tant que tel, c'est aussi au niveau des pratiques. Parce qu'on présente le Bureau du Plan comme étant un organisme indépendant, mais je vous mets au défi de chercher dans la législation belge
que le mot indépendance est inscrit dans la législation. C'est par les pratiques que nous mettons en œuvre, par le fait que nous exposons nos résultats, mais surtout que nous présentons nos méthodologies. Et ça, c'est très important. Alors, nos mandataires, je veux dire, habituels, ce sont le gouvernement, mais ça veut dire le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux et communautaires, le Parlement, les partenaires sociaux et les institutions internationales et régionales. Mais parfois, nous travaillons en collaboration avec des organismes privés, parfois des consultants. Mais la condition que nous y mettons, c'est que l'interlocuteur ultime, le récipiendaire de nos études, soit une autorité publique. La mission, c'est assez large et je vais le faire en comparaison par rapport à d'autres pays, notamment la France, que vous connaissez peut-être mieux. Nous avons une longue tradition, nous existons depuis 1959, mais nous gérons du très court terme, de la prévision de croissance de cette année-ci, à des questions de très long terme qui sont la gestion des pensions à 2070, la démographie ou l'environnement. Et par rapport à la France, nous avons la chance, et peut-être ce n'est pas une chance parce que nous avons été chercher ces compétences, nous gérons le continuum permanent. France Stratégie ne s'occupe que du long terme, puis c'est Bercy et autres. Et au-delà du continuum, c'est que nous avons une multiplicité de compétences. Il y a la macro générale que tout le monde connaît, mais c'est aussi l'énergie. J'en profite pour remercier Dominique qui est présente. C'est le transport, c'est le développement durable, c'est l'emploi, c'est les inégalités, c'est la pauvreté, c'est un peu tous les domaines qui ont déjà été cités aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'évaluation, qu'est-ce que l'évaluation, sur quoi ne porte-t-elle pas ? Parce que nous avons déjà entendu souvent cette critique-là, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on nous a demandé d'évaluer. On nous a demandé d'évaluer le plan et l'impact de la partie européenne qui s'adresse à la Belgique. C'est-à-dire que ça circonscrit déjà le périmètre en termes de montant. C'est les 5,925 millions. Et puis, ce plan, c'est un plan d'investissement, mais le plan européen, le plan de relance va plus loin. Il prévoit toute une partie de réformes structurelles. Enfin, dites structurelles, on n'ose plus utiliser ce mot-là parce que ça fait peur. Mais elles sont importantes et c'est pas que nous n'avons pas la capacité de les analyser, parce que dans les 35 réformes, il y en a 18 que nous aurions pu évaluer si nous avions eu suffisamment de détails dans ces réformes. Alors il y en a qui sont plus ou moins aboutis, hein. Je vais en citer deux qui étaient relativement aboutis mais pas encore suffisamment. C'est la réforme de la simplification administrative et celui des permis de bâtir au niveau de la région flamande. Mais il fallait encore un peu de travail. Maintenant, sur la réforme des pensions et la réforme fiscale, moi, en tant que bureau du plan, je n'ai encore reçu aucune information par rapport à cela. Et donc, il ne nous est pas possible d'en faire l'évaluation. Ça arrivera, hein, mais dans le timing imparti, ça n'était pas possible. Et puis, il y a d'autres plans. Thomas Dermine en a parlé. Il y a cet objectif d'arriver à 3,5% d'investissement public. Là, on va faire une partie du chemin en montant. Et puis, il y a un défi, et là, je le mets au défi, Thomas et son représentant ici, c'est qu'il va falloir que le plan européen, c'est faible en montant, ça, Thomas, vous avez déjà prévenu que j'allais le dire, et c'est temporaire. Et ça va être... Il y a un double défi, c'est que ces montants soient plus importants, et surtout qu'ils deviennent pérennes dans le temps. Alors, vous allez voir, ce plan a des effets macroéconomiques, mais qui sont relativement limités parce qu'ils sont limités dans le temps et dans leur ampleur. Quand, pendant 6 ans, voilà, j'ai déjà passé, voilà, j'avance certains slides parce que voilà, j'ai déjà dépassé en partie le temps. Je suis un grand bavard, paraît-il. Hein. Donc, c'est que pour avoir des impacts, il faut que cet investissement public ils deviennent pérennes dans le temps. Il ne faut pas que l'effort s'arrête en 2024 ou en 2026 et qu'on revienne à l'ancienne trajectoire. S'il y a une chose dans cette crise qu'on a appris, c'est déjà avant, depuis 2017, nous alertons grandement les autorités publiques, c'est qu'il faut investir. Et
tout un chacun peut voir que cet investissement n'est pas fait. Il suffit de voir l'état des routes ou des bâtiments publics comme les prisons ou les palais de justice pour s'en rendre compte. Et nous avons fait une double erreur depuis 1982. Nous avons diminué la part de l'investissement public dans le PIB. Et en plus, dans cette part, l'allocation, c'est mal fait, on a réduit l'allocation sur les infrastructures. On a privilégié, c'est pas une critique politique, mais dans le processus de régionalisation du pays, de défédéralisation, nous avons construit des bâtiments pour mettre des administrations. Alors, ça fait plaisir la construction, et je vois que Rick est là, mais je vais dire, ça n'a peu d'impact, je veux dire, sur la croissance économique à long terme. Or, ici, il y en a un. Alors, ici, dans ce plan des 6 milliards, il y en a 88% qui s'adressent aux infrastructures. Et donc, on commence cet effet de retour à quelque chose d'économiquement viable. Alors, pourquoi ? Je vais y revenir après. Alors, quels sont les impacts ? On va différencier le court et le long terme, même si, même si le plan ne va pas au-delà de 2026. C'est qu'on a beaucoup parlé d'effets leviers. Ici, l'élasticité est clairement inférieure à l'unité en Belgique, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est dû à la structure de la Belgique, il y a sa petite test. Alors, je pense que ça n'est pas simplement en se regardant sur le prisme local qu'on va y réussir. C'est justement, et c'est ce que toute la science économique, il y a des universitaires ici présents, qui depuis 2 siècles le montrent, c'est en faisant des échanges que l'on gagne. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme positive. Et c'est comme quand on se replie sur soi que l'on perd. On a l'impression qu'on se protège, mais in fine, on le fait inverse. On joue contre ses intérêts. Et ici, si vous avez une impulsion ex ante de 0,20% du PIB par an, vous récoltez 0,14. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Parce que à long terme, même si au-delà de 2026, il n'y a plus de dépenses, vous voyez qu'il y a un effet encore sur le PIB. Et ça jusqu'en 2040. Donc pendant 15 ans encore, vous ne dépensez pas de manière supplémentaire, vous avez encore des effets positifs. À la fois sur la croissance, sur la productivité et sur l'emploi. Et ici, il y a une hypothèse forte. C'est qu'on laisse évoluer les salaires, je veux dire, en fonction des forces de l'économie. Et ça, c'est un plaidoyer pour l'application stricte de la loi de 96. C'est que si on l'applique plus strictement, l'impact sur l'emploi sera plus important parce que vous contraignez les salaires. Et dans une situation de sous-emploi que nous connaissons, c'est important. Et pour maximiser ces effets, les réformes qui doivent accompagner ce plan sont d'autant plus vitales qu'elles vont soit minimiser l'impact, soit évidemment les amplifier. Je veux dire, il y a un mismatch sur le marché du travail en termes de compétences. Si au début de la crise, on nous avait déjà suivi en disant il va y avoir des dégâts sur l'économie, et c'est plus les sans-emploi qui vont être pénalisés, nous aurions pu mettre en œuvre déjà des stratégies pour se préparer aux compétences que les entreprises vont avoir besoin. Il y a aussi les plans là c'est important. Vous voyez que vous avez l'effet sur le capital public, ce que Thomas a montré, l'impact sur le stock de capital privé R&D. Et nous sommes un pays qui soutient probablement le plus, un des pays qui soutient le plus la R&D, mais il y a un effet inhérent à ce plan, même si les instruments ne vont pas là-dessus, c'est que vous avez une augmentation du stock de capital privé hors R&D qui s'enclenche. Peu, mais qui s'enclenche. Qui est un phénomène, qui est le renversement de tendance. Et donc, la croissance économique n'est pas un problème, c'est une solution si elle est durable et inclusive. Et ce n'est qu'à la condition où nous arrivons à stimuler la croissance économique dans les mois et les années à venir que nous pourrons sauver notre modèle social de sécurité sociale, qui est mis sous pression suite au vieillissement de la population. Alors, je dois accélérer. Alors, il y a trois autres volets à l'évaluation, autres macroéconomiques. C'est la compatibilité par rapport au plan national énergie-climat. Ça l'est,
mais on s'interroge sur le fait que est-ce qu'on ne doit pas quand même renforcer nos objectifs par rapport à ça pour être ambitieux et atteindre la décarbonisation. Je fais court, hein, Dominique, donc excuse-moi pour les raccourcis. Et en matière d'impact sur la résilience et la cohésion sociale, alors oui, effectivement, il n'y a pas de problème en termes d'égalité de genre dans le plan, comme le dit l'Institut Égalité Hommes-Femmes. Le seul point d'attention, c'est d'essayer de féminiser les secteurs d'avenir, notamment la construction. Et là, je lance un appel aux représentants qui sont présents ici. Et en matière d'environnement, là, c'était une nouveauté dans le plan européen, dans la réglementation, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir une seule mesure qui portait atteinte à l'environnement. Alors, me dit-on au niveau de la Commission européenne qu'il y avait certaines mesures qui ont dû être fine-tunées dans le plan belge, mais que grosso modo, maintenant, il n'y a plus de problème. Pourquoi c'était important? Parce qu'une seule mesure qui atteignait l'environnement disqualifiait l'ensemble du plan. Je regarde mon voisin, je ne dis pas une connerie. Et donc, effectivement, ça a été fait. C'est un très gros travail et je remercie encore les équipes et la confiance du secrétaire d'État à ce niveau-là. Je pense que j'ai été rapidement à la fin, mais j'ai passé les messages. Voilà, Stanislas.